Et donc chaque cicatrice a un vécu différent pour une personne et pour une autre. Même la même cicatrice, pour toi Delphine, pour toi Sandrine ou pour moi, va être différente. Et donc je pense que l'accompagnement initial, médical et physique est important. Et puis moi, si je suis peut-être aujourd'hui un petit peu pour le côté aussi de l'attention portée au vécu de la cicatrice au quotidien et à long terme, parce que ça reste des cicatrices qu'on porte toute sa vie. Et moi, c'est quelque chose que je trouve très chouette dans cette approche de s'occuper des cicatrices, c'est qu'on s'occupe aussi du patient qui est derrière. On ne répare pas qu'une région, on répare une intégrité, on répare une image corporelle, on répare parfois de la féminité, de la confiance en soi. Et ça peut avoir des répercussions dans la vie des gens bien au-delà d'une situation où l'organe en question est impliqué. Le corps apparaît à l'urgence, à refermer la barrière. Et c'est là que tout commence, dans la maturation de la cicatrice. Une cicatrice, c'est pas drôle, mais si on le voit de l'autre côté, c'est ce qui souvent a pu protéger le corps, qui a montré que le corps s'était battu, que le corps avait réussi. Et donc parfois on peut essayer de temps en temps de la remercier. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Quelle chance j'ai eu de pouvoir interviewer 2 femmes au grand cœur, mais aussi 2 femmes expertes pour nous parler d'un sujet si important. La cicatrisation physique, mais aussi émotionnelle. En enregistrant ce podcast, j'avais l'impression de retourner quelques années en arrière quand je regardais ce fameux dessin animé nommé « Il était une fois la vie », qui était totalement fascinant et qui expliquait de manière hyper imagée tout le fonctionnement et surtout la magie du corps humain. Sandrine, chirurgienne plasticienne, et Ingrid, kiné spécialisée en oncologie, plus spécialement en cancer du sein, ont eu le même effet sur moi. J'étais fascinée du début jusqu'à la fin. Notre peau, l'organe le plus grand du corps, elle est sans cesse sollicitée et elle se renouvelle des millions de fois pendant notre vie. C'est fou quand on y pense, mais elle est souvent délaissée et pourtant, c'est elle qui nous protège. Elle a tant de fonctions, un rôle social super important aussi, et puisqu'aujourd'hui nous parlons beaucoup de cicatrisation, Sandrine prend une image très forte. Si la boîte est mal fermée, l'intérieur est exposé. Après ce podcast, le processus de cicatrisation n'aura plus de secret pour vous. C'est super chouette car pour illustrer tout ce processus incroyable, Ingrid a raconté une histoire qui commence par un mur cassé dans une maison pour illustrer la cicatrice, donc l'intrusion dans la peau. Le corps est en principe équipé pour bien cicatriser. La plupart des personnes n'auront pas de problème, mais il y a néanmoins quelques points importants à retenir. Que faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qui est normal ou anormal? Qu'est-ce qui devrait vous alarmer ou au contraire ne pas vous inquiéter? Nous avons répondu à tout cela. Cicatrices, fils, pansements, compression, crème cicatrisante, soleil, mobilisation, aspect, massage, nettoyage et plus encore. Nous avons abordé tous ces points sur le plan physiologique, mais nous n'avons évidemment pas oublié tout l'aspect émotionnel lié aux cicatrices. La cicatrice représente un traumatisme physique, mais également psychique. Chaque cicatrice raconte une histoire et le vécu de la personne est tellement variable. Une cicatrice de césarienne en urgence peut être traumatisante pour certaines femmes, mais très bien vécue par d'autres. C'est la même chose pour une cicatrice de mastectomie. Elle peut être extrêmement douloureuse émotionnellement ou elle peut au contraire être bien vécue car elle a permis de sauver la vie de la patiente. Comme dit Sandrine, quand on recoue la peau, on répare la personne derrière. On restaure son intégrité, la féminité souvent. Cela a une répercussion énorme dans la vie des gens. La cicatrice reste une séquelle de tout ce qui s'est passé. Nous avons également abordé la question du toucher, qui permet souvent de nommer les blessures émotionnelles. Je vous invite à vous joindre à notre échange passionnant et à le partager avec votre équipe soignante, car il peut aider beaucoup de patients. Je vous souhaite une excellente écoute. Cet épisode de podcast
nous est rendu possible grâce au généreux soutien de La Roche-Posay. Bonjour Ingrid. Bonjour Delphine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci 1000 fois de venir, mais si tard, après des journées bien chargées. Est-ce que tu as opéré, toi, Sandrine? Non. Consultation, et puis toute la partie off, trajet pour les enfants. Les poules sont sorties. Et heureusement, mon mari m'a bien aidée aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment pas... j'apprécie parce qu'il est 8h du soir, on va quand même le dire. Vous avez des journées bien chargées. Enfin, je suis extrêmement reconnaissante. Et vous êtes surtout extrêmement qualifié pour parler de ce sujet si important, et j'allais dire qui nous concerne tous en fait, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup parler de cicatrisation chirurgicale, mais en off, là, tu disais, Sandrine, on cicatrise tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Et tout le temps, en fait. Dès que notre enveloppe de peau, et la peau est quand même un des organes les plus nobles, qui nous accompagne toute la vie, qui s'adapte à tout, et dont le but est de nous protéger de l'environnement, des microbes, des variations de température, de l'humidité, etc. Cette peau est entreprise tout le temps. Un bouton, une égratignure, un poil qui pousse un petit peu de travers, ou une plaie franche, on tombe, on s'ouvre le genou, comme tu l'évoquais, une plaie chirurgicale. Le corps met en place un processus de cicatrisation dans toutes ces situations-là. Mais donc même une petite peau qu'on tire à côté de l'ongle, c'est chaque fois un processus de cicatrisation. Dès que la peau est un petit peu agressée, Dès que le derme est entrepris, oui. C'est Okay. vrai que si c'est juste en surface, avec un peu d'épiderme ou de corne, il ne se passe pas grand-chose. Mais dès que le derme est entrepris, et certainement si on voit du sang, c'est que la structure de la peau a été blessée, avec des vaisseaux qui ont été blessés, et là, on enclenche le processus de cicatrisation. Alors, je vais vous demander à chacune de vous présenter, mais j'aimerais bien quand même qu'on commence par un point très important, et on l'a dit off-micro. Tu as dit, Sandrine, que la peau était souvent un organe délaissé, et finalement, c'est quand même l'organe le plus grand du corps, c'est juste, hein? Un des plus importants et le plus labile, celui qui se renouvelle des millions de fois sur toute notre vie, après parfois des grossesses, des transformations importantes, et qui résiste au temps, à énormément de choses, et c'est un organe de protection en fait, qui a mille rôles, une régulation thermique, ça nous protège des bactéries, et évidemment il y a un rôle social énorme. La peau, c'est ce qu'on voit, il y a une image très délétère de tout ce qui est lié à la peau, qui peut dégoûter ou qui fait un peu fantasmer les gens. Et donc, c'est un des organes les plus spectaculaires. Et on s'en occupe, bien sûr, via la dermatologie, via la chirurgie. Mais pour ce qui est de la cicatrisation, c'est mal connu. Énormément de chirurgiens, y compris de plasticiens, connaissent assez mal ou peu les processus de cicatrisation, parce qu'on n'apprend pas beaucoup ça, que ce soit sur les bancs de l'école de médecine, par manque de temps. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut éviter énormément de problèmes. Mais c'est qui est donc spécialisé dans la peau? C'est les dermatologues, finalement. Les dermatologues alors, et les chirurgiens plasticiens. Donc là, il y a vraiment tout un cours. Il y a dans le cursus médical. Pas vraiment. Non, c'est oui. dans des formations spécialisées, formations interuniversitaires de plaie, cicatrisation, donc pour des gens qui sont formés, médecins ou infirmiers, et qui veulent se spécialiser. Mais c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément dans le cursus. Et ce qui est dommage, parce que tous les chirurgiens vont être confrontés à la peau et doivent la manipuler correctement, puisqu'ils referment la boîte en refermant la peau. Si la boîte est mal fermée, le contenu est exposé et potentiellement des soucis arrivent. Oui. Et donc, Sandrine, toi, tu es chirurgienne. Quelles sont tes spécialité, je veux dire, ou ta spécialisation? Alors, moi, je suis chirurgien plasticien. J'ai été formée à l'UCL. Et c'est sûr que la cicatrisation et les problèmes de cicatrisation, de manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dans lequel je me suis un peu spécialisée par hasard. Oui, maintenant, tu es devenue vraiment une référence, en fait. Oui, d'après mes pairs, c'est toujours délicat de se vendre en référent. Mais c'est sûr que j'ai développé une expérience et une expertise avec le temps. On fait un cas un peu compliqué et puis on recherche, on avance. Maintenant, c'est par hasard, pendant ma formation, mon maître de stage donnait des cours de plaie et de cicatrisation. Et puis, peut-être une fois, il n'était pas disponible, il m'a demandé d'y aller. J'ai trouvé ça chouette. J'ai lu sur le sujet, je me suis intéressée et de fil en aiguille, j'ai continué ces formations-là. Et puis, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on dit, tiens, toi qui connais un petit peu, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, et on avance comme ça. Et puis, avec des patients aussi qui m'ont un peu challengée et de fil en aiguille, on se forme. Oui, et tu as commencé à récupérer des cas qui étaient plus compliqués. Oui, maintenant, avec cette casquette, je récupère des choses parfois un peu compliquées.
Après, d'autres chirurgiens qui t'envoient d'autres chirurgiens oui. qui se sentent éventuellement un peu en difficulté parce qu'ils n'ont peut-être pas cette expertise-là, mais ça, j'aime autant qu'on réfère à quelqu'un qui a un peu plus l'habitude plutôt que de faire n'importe quoi. Et ça permet aussi toujours un échange en disant tiens, mais pour une prochaine fois, peut-être ça, on peut mettre en prévention, voilà, et on améliore. Voilà, en fait, finalement, bon, c'est vrai qu'on jump un peu, mais les auditeurs ont l'habitude. Donc finalement, si c'est bien fait en amont, normalement, la cicatrisation se passe bien. Normalement. Oui. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent. Et dans le cas de la chirurgie du sein ou des cancers du sein en particulier, ce sont des tissus qui ont été abîmés, on enlève des tissus, on déplace des choses, et donc le corps n'est plus tout à fait dans son environnement optimal. Il y a souvent des patients qui sont affaiblis, qui prennent des médicaments, il y a parfois du tabagisme, des choses comme ça. Et donc ça reste une science inexacte. Et parfois on fait tout dans les règles de l'art avec un patient qui est ultra compliant, et on peut avoir des limites quand même. Tout à fait. Bon, mais on va parler de tous ces sujets. Ingrid, on t'a déjà entendu 2 fois sur le podcast, une fois avec Aurore pour parler de la reconstruction mammaire, et puis aussi un podcast sur l'activité physique adaptée, un podcast qui s'appelait « Doit-on tous devenir des sportifs de haut niveau ?» Alors, est-ce que tu pourrais quand même te représenter pour tous les nouveaux qui n'ont pas encore entendu les 2 autres podcasts ? Donc, je suis Ingrid, je travaille comme kinésithérapeute en oncologie pendant 10 ans dans une unité d'hospitalisation oncologique, et puis je me suis spécialisée plus dans l'activité physique adaptée aux patientes en phase de traitement et plus spécifiquement au cancer du sein, et donc après ça à tout ce qui était lié au parcours de reconstruction, de chirurgie d'ablation et de reconstruction. Donc ce parcours-là m'a amené de pair, même si les autres podcasts touchaient des sujets un peu différents, ça restait autour en tout cas du parcours de la femme et de la mutilation corporelle, qu'elle soit liée au traitement reçu ou liée à la chirurgie. Et donc la cicatrisation m'a toujours intéressée par rapport à cela, c'est que dans le cas d'une chirurgie d'ablation, les patientes qui ne souhaitent pas faire de reconstruction, mais le confort corporel est essentiel aussi. Et donc on a axé un petit peu notre réflexion sur comment amener une belle situation chirurgicale, autant ça puisse être possible en tout cas, pour les patientes qui ne le souhaitaient pas. Et à côté de ça, pour les patientes qui souhaitent une reconstruction, bien sûr, la beauté d'une cicatrice est importante aussi. Et puis dans mon parcours, moi aussi, avoir subi il y a plusieurs années une chirurgie par thoracotomie. Donc on a ouvert mes côtes il y a quelques années, donc cicatrice impeccable, etc. Mais sentir au quotidien, même si je peux faire du sport, je peux faire beaucoup de choses, des impacts physiques importants au niveau des mouvements, des séquelles qui peuvent rester. Donc tant sur le plan physique, mais aussi parfois psychologique, de dire tiens, le nombre de cicatrices qu'on a, et là toutes les patientes que j'accompagne encore maintenant dans les chirurgies ovariennes de débulking, où on peut vraiment ouvrir le ventre, une grande cicatrice sur le ventre, les cicatrices au niveau du cancer du sein. Et donc une cicatrice, je pense, a un impact physique qui peut être important, mais aussi émotionnellement, c'est pas la même chose que si on a une cicatrice de césarienne qui nous a offert un beau petit bébé, et encore. C'est très traumatisant. Mais parfois des accidents qui sont plus liés à une chirurgie liée au cancer, ou un accident de la route, etc. Et donc chaque cicatrice a un vécu différent pour une personne et pour une autre. Même la même cicatrice, pour toi Delphine, pour toi Sandrine ou pour moi, va être différente. Et donc, je pense que l'accompagnement initial, médical et physique est important. Et puis, moi, si je suis peut-être aujourd'hui un petit peu pour le côté aussi de l'attention portée au vécu de la cicatrice au quotidien et à long terme, parce que ça reste des cicatrices qu'on porte toute sa vie. Oui. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Chaque cicatrice raconte quelque chose. Oui. Alors, parfois, des choses joyeuses, mais bon, on est rarement content quand on reçoit une barrière dans la figure ou quand on a une plaie chirurgicale. Et on ne doit pas négliger ça. Même en tant que chirurgien, si on s'occupe du côté plus technique, si on n'a pas compris ou essayé de comprendre ce qui se cache, l'enjeu émotionnel qui se cache derrière cette cicatrice, on va passer à côté de notre vraie mission. Faire quelque chose de techniquement parfait, mais qui en fait ne répond pas à la question posée par la patiente, voilà, c'est super, c'est beau, c'est de la grande chirurgie entre guillemets, mais c'est pas forcément ce que la patiente voulait. Et ça, c'est vrai que que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, quel que soit le mécanisme traumatique, et moi c'est quelque chose, voilà, que je trouve très chouette dans cette approche de s'occuper des cicatrices, c'est qu'on s'occupe aussi du patient qui est derrière. On ne répare pas qu'une région, on répare une intégrité, on répare une image corporelle, on répare parfois de la féminité, de la confiance en soi, et ça peut avoir des répercussions dans la vie des gens bien au-delà d'une situation où l'organe en question est impliqué. Mais souvent, est-ce que c'est juste de dire que finalement, si le travail
est esthétiquement beau et que c'est propre et que ça cicatrise bien, ça aide quand même aussi pour toute la cicatrisation psychologique en fait aussi. Oui, évidemment. Hein, s'il y a des complications, c'est sûr que ça, il faut gérer ça en plus. Et donc le fait, d'avoir quelque chose qui est propre, qui est net, qui évolue bien. Je dirais pas que ça va rendre les choses plus faciles, mais c'est ça en moins. Voilà, c'est ça. À gérer. Ça en moins. C'est surtout ça. Mais écoutez, merci. Alors là, vraiment, 2 expertes. Vraiment, vraiment merci. Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce qui se passe pendant le processus de cicatrisation ? C'est quoi une belle cicatrice ? Moi, j'étais toujours mort de rire quand j'entendais « Oh, mais tu as une belle cicatrice !» Comme si c'était un compliment, la cicatrice et la mastectomie. Mais en fait, c'est vrai que c'est important, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la cicatrisation ? Quel est le processus normal ? Alors, la cicatrisation, c'est un processus physiologique, donc on est a priori tous équipés pour ça. L'objectif de ce process est de réparer une intrusion ou une rupture de notre peau. Okay. Éventuellement des tissus en profondeur, mais on parle évidemment aussi de contact avec l'extérieur. Et on est a priori équipé pour ça. Le corps a tout ce qu'il faut. Le corps a tout ce qu'il faut, pour autant qu'on soit en bonne santé, qu'on ne soit pas dénutri, qu'on n'ait pas des médications lourdes et que les conditions locales soient réunies. Donc c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Et on voit ça dans la nature. Il y a énormément d'animaux qui se blessent et qui, sans soins, sans désinfectants, cicatrisent des petites plaies et des choses comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de plaies à nous qu'on ne voit même pas passer. Et il y a eu un processus de cicatrisation qui s'est mis en place. Les enfants aussi, même en fait, quand ils tombent. Mais les enfants font souvent des vilaines cicatrices, un peu épaisses, qu'on appelle hypertrophiques, et qui est liée à leur âge et à leur activité hormonale. Voilà, ça peut finir par se calmer, évoluer bien, mais chez l'enfant, la cicatrisation par défaut est hypertrophique. Okay. Donc ça, on en parlera un peu plus loin. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, vous avez fait un superbe tableau pour expliquer vraiment tout le processus de cicatrisation. Le mérite revient à Ingrid qui a fait le beau tableau. Alors, en fait, il y a plusieurs phases qui commencent dès le moment où il y a un impact et où il y a a priori une ouverture dans la peau et dans un vaisseau. C'est là que le système d'alarme se met en route, des globules rouges qui sortent. Mais il y a tout de suite des vaisseaux, en fait. Quand je pose des questions peut-être vraiment idiotes. On le voit en se coupant avec une enveloppe. C'est une plaie qui paraît très superficielle et c'est ce qui saigne le plus. Ça témoigne de la présence d'énormément de capillaires dans la surface de la peau. Une fois qu'il y a une effraction donc des vaisseaux, se met en place la phase qu'on appelle d'hémostase, qui est une phase qui cherche à arrêter le saignement. Donc, il y a un caillot qui se met en place avec un échafaudage de fibrine, des plaquettes, et ça se passe en immédiat. Tu dis c'est immédiat, mais c'est vraiment tous des messages qui sont directement envoyés au cerveau, en fait. Pas au cerveau, c'est des médiateurs locaux, mais ça se passe directement. Directement, ok. Alors, je crois qu'il y a carrément une chouette petite histoire. Ingrid, tu vas faire chaque fois un parallèle. Oui, elle ne vient pas de moi, mais c'est pour expliquer le mécanisme. Alors, il y a tous les mots scientifiques intéressants et certainement essentiels pour la compréhension de mécanisme, mais c'est plus faire un parallélisme pour qu'on comprenne ce principe de cicatrisation. C'est par exemple pour ce premier temps qu'on appelle l'hémostase, au niveau de la réponse vasculaire. C'est le temps de réparation, c'est si vous avez une maison où il y a un pan de mur qui s'écroule, donc c'est la blessure en tant que telle, eh bien, le premier temps, c'est la bâche qu'on va mettre pour protéger le chantier. Donc, c'est vraiment simplement... On va pas remettre du plâtre. On va pas remettre du plâtre et déjà de la peinture et de la décoration dans la maison. C'est la bâche pour protéger. Donc, c'est la réaction tissulaire du corps pour protéger la blessure. Bon, ça, je crois qu'on n'oubliera jamais. C'est génial, en fait, d'avoir des images comme ça. Phase 2. Phase 2, qui est l'inflammation. À ne pas confondre avec infection. Et quand on dit inflammation, on est souvent inquiet que c'est un problème. En fait, l'inflammation est une phase normale et essentielle de la cicatrisation, dans une certaine mesure, évidemment. Ça, on y revient un peu plus loin. Et en fait, l'inflammation, comme l'a écrit Ingrid, c'est le recrutement des cellules immunitaires et de remodelage et de dégradation des tissus morts, etc., qui vont arriver. C'est un peu tous des petits ouvriers qui viennent enlever la bâche ou en tout cas la repositionner, regarder un petit peu. C'est dingue quand on y pense, mais... On dit souvent qu'une plaie ou qu'une zone de trauma est un peu rouge, est un peu chaude, un peu gonflée. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que tous les médiateurs de l'inflammation arrivent en même temps et on ouvre les capillaires à fond pour qu'il y ait un flux sanguin important, pour que d'autres messagers puissent arriver et que les autres ouvriers dans d'autres spécialités arrivent. Et ce qui explique cette chaleur, cette rougeur locale et qui est nécessaire, toujours dans une certaine mesure.
C'est vraiment important de garder en tête que cette partie inflammatoire du processus est vraiment importante. Et donc, pour revenir à notre système de chantier, de maison écroulée, c'est derrière la bâche avant de reconstruire et de refaire le mur. Et ce qu'on va faire, on va nettoyer, enlever les briques qui sont tombées, enlever les choses qui ne sont pas utiles pour pouvoir arriver, donc laisser place à l'étape suivante qui va vraiment être l'étape de reconstruction. Et donc, dans le temps 3, au niveau scientifique, on va parler de l'étape de prolifération que Sandrine va vous présenter. Alors, j'ai quand même une petite question. Si on prend ici... Maintenant, dans le temps 1, temps 2, ça se complique peut-être un petit peu, mais quand on recoue à quel... En fait, dès qu'on coupe la peau... C'est T1, quoi, en fait. C'est le temps 1, en fait, oui. Et c'est ça. Évidemment, quand c'est une chirurgie qui dure quelques heures, on peut éventuellement raviver un petit peu les berges avant de fermer définitivement, mais tout le processus continue. Oui, c'est ça. En fait, il est instantané, même pendant l'opération, sous anesthésie générale. Il y a une partie qui se passe à la peau, et c'est ça dont on va parler maintenant, mais il y a aussi des processus d'hémostase dans les organes et plus en profondeur, quoi. Ok. Et alors, on les décrit comme si elles se suivaient, donc il faut que le temps 1 soit terminé pour que s'enclenche le temps 2. Non, il y a un énorme overlap entre les phases. Okay. Donc pendant que l'hémostase continue, l'inflammation se met déjà en route. Et si la plaie est éventuellement grande ou qu'il manque un morceau et que le corps doit nettoyer, et on est hyper bien équipé pour tout ça. Donc, des désinfectants ont un rôle, mais en fait, bien moins grand que ce qu'il n'y paraît, parce qu'on est équipé pour tout ça. La prolifération va déjà se mettre en route. Donc, le temps 3, ça, c'est la prolifération. C'est la prolifération. Donc là, et ça, c'est quoi? Le corps refabrique du tissu, refabrique de la peau, et pas l'épiderme qu'on voit en surface, c'est d'abord ce qu'on appelle un tissu de granulation en profondeur. Alors si on a une plaie chirurgicale qui est cousue, on ne le voit pas, parce que les berges sont l'une contre l'autre, et donc on ne verra pas ça. Mais ça se passe en dessous, quoi. Ça se passe en dessous. Par contre, si on a une plaie ouverte, comme une escarre ou un genou qui est râpé, ça illustre bien mieux le phénomène, où on devine comme des petits pavés rosés dans le fond de la plaie, qui sont un peu blanc et rosé. Rosé. Oui, plutôt même un peu rouge, parce qu'il y a plein de petits capillaires, c'est super vascularisé, puisqu'il faut toujours amener ce sang. C'est le sang qui véhicule tous les médiateurs, tous les professionnels, tout ce qui va réparer, nettoyer, désinfecter, etc. Donc il faut qu'il y ait du sang, on y reviendra plus tard, mais une plaie dans laquelle il n'y a pas de sang va moins bien se défendre ou va être atone et peut donner des soucis. Mais il n'y a pas, en fait, il y a des endroits qui sont moins vascularisés. Il y a des endroits du corps qui sont moins vascularisés, il y a certaines conditions, que ce soit le tabac, certaines maladies, l'âge, qui font qu'on est moins bien vascularisé, ou des tissus qui ont été éventuellement irradiés, ou des plaies qui évoluent pas bien, des choses comme ça. Moi, je trouve ça super passionnant. Et dans cette prolifération, c'est là aussi que commence la production du collagène par les fibroblastes. Et cette production de collagène, elle est très, très importante parce que c'est le collagène qui assure l'élasticité du derme et sa résistance. Et au départ, le corps fabrique un collagène qui n'est pas très mature. Il faut aller un peu dans l'urgence et donc on va vite. Et ça va évoluer. Et on y reviendra plus tard, mais c'est super important d'aider le corps à ce moment-là à lui envoyer des signaux clairs par rapport à la qualité du collagène qu'il veut obtenir. Et toi, qu'est-ce que tu as comme petite image par rapport à la prolifération? Là, c'est plus facile de comprendre par rapport à cette question de prolifération. C'est vraiment quand on commence à ramener du tissu, recréer du tissu. Et donc, c'est le moment où, dans la construction, on commence à remettre les briques et les joints progressifs. Mais au début, le ciment n'a pas encore tout à fait pris, les choses ne sont pas tout à fait stables. Et on va arriver alors dans le temps 4. Et là, ça prend c'est quelques jours déjà après la cicatrisation, où vraiment, on va arriver à quelque chose qui va devenir de plus en plus définitif. Et donc, on arrive à la phase de remodelage. De remodelage et de maturation qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui. Et à nouveau... Mais là c'est rouge. La cicatrice, elle est rouge à ce moment-là, en fait. C'est en interne. En fait, ce qui se passe là, c'est que la peau est fermée. Tout le monde se détend. La barrière est restaurée. Donc, il n'y a plus de danger. Le corps est à nouveau isolé du monde extérieur, et en particulier pour les bactéries, etc., dans les plaies, avec un équilibre au niveau de la flore qui se recrée en surface, etc. Et ce collagène qui n'était pas mature, qu'on a mis un petit peu là en attendant de commander des matériaux plus corrects, va être détruit et reformé plusieurs fois en améliorant à chaque fois la qualité et la souplesse pour se rapprocher le plus possible de ce qu'il y avait avant et de la peau adjacente. Et donc évidemment, selon l'endroit du corps, l'âge, l'état de la peau auparavant, on n'a pas le même résultat. Et ce remodelage-là, il peut durer jusqu'à 2 ans. Et donc c'est quelque chose, tu vas dire, qui dure, c'est permanent en fait. Oui, ça en continue. Et quoi. alors, souvent, il y a encore de l'inflammation. Sur une cicatrice chirurgicale, le pic de l'inflammation, c'est entre 3 et 6 semaines.
Ouais, tu vois. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, pour toutes les opérées, donc c'est rouge. La cicatrice peut devenir un petit peu plus rouge, les tissus vont être plus rigides et on peut avoir plus d'œdème. Et alors surtout, moi, les patientes se plaignent souvent d'être toutes courbaturées, d'être de nouveau beaucoup plus fatiguées. La journée était beaucoup plus difficile en me disant, mais enfin, docteur, AJ plus 10, c'était mieux, c'était plus joli, je me sentais déjà bien. Et quand on les interroge un petit peu, la veille, elles ont fait du repassage ou elles se sont fait une petite séance de shopping ou mine de rien, elles ont marché 1 ou 2 heures. Et donc l'inflammation liée à cette activité-là, puisqu'on est tous inflammatoires et cette inflammation normale augmente dans la journée, surajoutée au pic d'inflammation liée à la chirurgie, ça devient une inflammation totale trop importante et donc on le ressent. Okay. Mais si on peut rassurer les dames en disant voilà, on y est, on est entre 3, c'est pas strict, c'est pas du jour au lendemain, mais ça se tient en général entre 3, 4, 5, 6, 7 semaines selon les patientes, en disant tiens là voilà, est-ce qu'il faudrait pas ralentir un tout petit peu la cadence, vous reposer un petit peu plus. Donc tu dirais quoi, 6 semaines en fait, 3, c'est pour oui, ça. C'est assez variable, mais je dirais entre 3 à 6 semaines. Et souvent les dames disent mais comment vous le savez, et elles sont apaisées en fait. Mais c'est ce qu'on dit même pour tout ce qui est reconstruction mammaire, c'est comme la gaine, c'est 6, on est quand même souvent dans 6 semaines. C'est un temps cicatriciel, et ça c'est la question par rapport aussi à la cicatrice, on parlera des cicatrices plus larges. Mais par exemple dans le cas d'une mastectomie où tu disais les médecins, et moi je le vois à l'hôpital aussi, c'est elle est belle votre cicatrice, madame. Mais la cicatrice à l'hôpital, et moi je préviens souvent les patientes, elle va devenir un peu plus moche dans les semaines qui viennent, parce que justement au début il n'y a pas cette partie inflammatoire à l'hôpital qui est visible, et donc de rassurer les gens, dire quand vous allez rentrer chez vous, oui elle va devenir un peu plus rouge, un peu plus épaisse, c'est parce qu'on est en train d'entrer dans cette période inflammatoire. Et comme le disait Sandrine, les choses sont continues, mais donc c'est pas on arrive à la période inflammatoire et puis hop c'est fini, on a fait en fonction des zones de peau et de ça, les choses vont changer. Mais donc, il faut en tout cas s'attendre et ne pas s'inquiéter qu'une cicatrice à distance, donc on dit entre 3 et 6 semaines, mais une femme, un corps n'est pas l'autre. Entre 3 et 6 semaines, ok, elles vont s'épaissir un peu et rougir un peu. C'est la phase inflammatoire, et je le répète, Sandrine l'a dit, qui est vraiment importante. Et normal. Et c'est aussi à cette phase-là qu'il faut surveiller, parce que beaucoup de patientes sont suivies en post-opératoire jusqu'à 4 à 6 semaines. Et toutes les cicatrices chirurgicales à 6 semaines sont magnifiques. C'est une petite ligne toute fine. Et on dit parfait, magnifique, on ne fait plus rien. Ou on dit, vous mettez un petit peu de crème hydratante, ce que vous mettez d'habitude. Et comme si c'était fait. Or, c'est le début du process. Le corps apparaît à l'urgence, à refermer la barrière. Okay. Et c'est là que tout commence, dans la maturation de la cicatrice. Et là, tu parles de 2 ans, quoi, carrément. Oui. Après, ça de nouveau, c'est là que tout commence, mais donc c'est ce collagène qui va tout le temps. Voilà, et s'il y a des problèmes de cicatrisation, donc je ne parle pas du fait que ça se ferme, mais de l'aspect de la cicatrice en tant que telle, une fois que cette mission-là est accomplie, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes pendant le process cicatriciel qui fait que ça ne se ferme pas. Oui, okay. Ou ça se réouvre, voilà, ça on va en parler. Mais pour autant que le corps ait pu faire ce travail-là, et que tout soit fermé et qu'il y ait la ligne de la cicatrice, souvent on se dit, on baisse les bras un petit peu. On se croit rassuré un petit peu vite en disant magnifique, on est déjà à 1 mois ou à 6 semaines, et on arrête toute forme de prévention ou de prise en charge. Et en fait, c'est là que ça commence. Oui, donc c'est à partir de là qu'il faut être attentif. Parce que comme dit Ingrid, elle peut s'épaissir un petit peu, elle peut être un peu plus rouge, mais jusqu'où ? Et donc, c'est là qu'il faut encadrer la patiente pour dire, OK, chez vous, c'est normal. À ce moment-là, on voit plus son médecin, justement. Son médecin ou un kiné qui est qualifié, qui va être attentif à ça. Oui. Donc, en fait, finalement, c'est peut-être le kiné qui va remarquer. Oui, et là, tu vas continuer à parler, en fait, de ce qui se passe pendant les 2 ans, finalement. Hein. Oui. 2 ans, c'est très théorique. Hein. Il y a des gens... On dit souvent, quand on vieillit, on cicatrise moins bien. Alors, c'est vrai dans certaines localisations parce qu'on est moins bien vascularisé. A priori, on a un petit peu des moins bons vaisseaux, que ce soit dans les doigts, dans les pieds, loin du cœur. Et on a potentiellement plus de maladies ou de problèmes de santé qui font que, en vieillissant, on peut cicatriser un peu moins bien. Mais de nouveau, pour une plaie chirurgicale qui va bien, qui a été bien réalisée, les personnes, j'allais dire plus âgées, mais en fait, je suis déjà dedans, hein, c'est dès la quarantaine, le corps s'énerve moins et la phase inflammatoire va être moins importante, moins flamboyante, le corps s'énerve moins, il fait ce qu'il faut, et la phase inflammatoire a lieu, bien sûr, mais elle se calme naturellement plus vite. Et donc, par exemple, chez quelqu'un de 80 ans à qui on enlève quelque chose sur le visage, en 3-4 semaines, on ne voit à peu près plus la cicatrice où c'est une petite ligne blanche toute fine. On fait le même geste à quelqu'un qui a 15 ans, il aura un ver de terre rouge fluo pendant 2 ans sur le visage, avec la même technique. Donc, il y a aussi ce Pourtant, il y a plus de vascularisation quand on est
plus jeune. Oui, mais il y a parfois alors l'excès inverse. Et c'est ce qui explique aussi que chez l'enfant, et en particulier le grand enfant, donc avant la puberté, on a souvent des cicatrices très inflammatoires, rouges. Et pourtant, c'est important qu'il y ait de la vascularisation. Tout à fait. Et l'inflammation est nécessaire, mais souvent, dans les cas où ça pose problème, c'est parce qu'elle s'est emballée. Ok, donc ça... Alors maintenant, le fameux soin des cicatrices, parce que ça c'est vraiment important. Il y a tellement d'idées reçues, on ne sait pas, on entend des choses différentes, les médecins ont tous un peu un avis, quelle crème, pas crème, nettoyer, hydrater, tirer, masser, pas masser. Voilà. Est-ce que vous pouvez remettre de l'ordre dans tout ça? Mais je pense qu'on va quand même faire une distinction entre tout ce qui est chirurgie. On va peut-être parler du sein. Peut-être parce que ça, c'est peut-être plus facile à comprendre. Bon, il y a plein d'autres chirurgies, bien sûr. Et oui, peut-être chirurgie et peut-être chaque fois, peut-être faire un petit parallèle avec, par exemple, la cicatrice. C'est chirurgie aussi, en fait, du PAC ou d'autres où il ne faut pas spécialement recoudre. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces cicatrices? Alors, idéalement, le moins possible, parce qu'on est équipé. Et mon ancien maître de stage, professeur Van Wyk, disait on ne met pas sur une plaie ce qu'on ne mettrait pas dans son œil. Et il faut garder ça en tête tout le temps. On surdésinfecte, on suragresse, on veut tout le temps interférer avec un processus qui est naturel et pour lequel on est équipé. Pour autant, comme je l'ai dit, que ce soit dans des conditions chirurgicales optimales, sans problèmes médicaux qui vont interférer. Mais si la cicatrisation s'est bien passée et que la cicatrice est saine, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est l'accompagner là-dedans. Alors, moi, ce que j'aime, c'est de comprimer les cicatrices. Ce que j'appelle comprimer, c'est que dès la fin de la chirurgie, je colle un strip. Donc, par exemple, sur un sein. Sur un sein, ça peut être sur un ventre, n'importe où sur le corps. Je colle un strip le plus large possible, ou plusieurs. Comme les stéristrips qu'on connaît. Exact, voilà. L'idée... Il y a plusieurs rôles qu'on attend de cette compression. Le premier rôle, c'est de limiter au maximum le cisaillement entre les berges. Parce que la friction, le cisaillement sont des facteurs de stimulation énormes des fibroblastes qui disent « Waouh, nous, on est dans une zone de turbulence. Ici, on va devoir fabriquer des cordes de collagène pour être solide. » En fait, tu veux vraiment que les deux morceaux restent ensemble, comme si tu mettais un papier collant. Voilà, en fait, en collant une surface, on va encourager cette surface à bouger en un bloc, cicatrice comprise, et qu'il n'y ait pas de cisaillement entre les... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Quand on se blesse ou quand on voit une petite cicatrice au fond de la paupière, peau toute fine, où il n'y a pas de tension, c'est des cicatrices qui, pour ainsi dire, deviennent invisibles. Quand on se blesse sur le genou ou quand on a une cicatrice qui va croiser une ligne de tension et ou dans des zones du corps où la pluie... Voilà, là, il y a plus de cisaillement et donc c'est des cicatrices qui, par essence, vont être plus épaisses. Ah oui, parce que le genou, c'est tout le temps ouvert. Voilà. Et donc, l'idée de coller ce strip va diminuer nettement ses forces de cisaillement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effet mécanique de compression pure qui va créer une petite pression. On parle d'environ 32 mm de mercure, mais qui va suffire à fermer en surface les capillaires. Et donc, ces gros pipelines qui sont ouverts pour dire aux petits ouvriers, à tous les facteurs de croissance, venez, il y a un gros processus cicatriciel ici et qui, à un moment, risque d'entretenir ou d'appeler trop de monde pour le dégât réel. Eh bien, en fermant le pipeline, on contrôle de manière mécanique l'éventuel trop de cicatrisation et on l'autorise à s'arrêter. À se calmer, quoi. À se calmer, exact. Dis, mais vous n'avez pas envie de lancer une formation en médecine, là, toutes les deux, parce que c'est vraiment tout à fait passionnant. Mais c'est vraiment important, parce que c'est vrai que c'est super tu demandais passionnant, les idées reçues. Je pense que les gens, et c'est logique, je l'ai vécu aussi, ont besoin d'agir. Et donc, on demande souvent, qu'est-ce que je peux faire sur ma cicatrice? Et c'est vrai qu'on en parlait, le processus naturel d'une cicatrice, d'autant plus chirurgicale, va bien se passer. On parle au tout début, on est bien d'accord. Mais même dans les premières semaines. En fait, dès le départ, ça oui, parce qu'il y a cette question vraiment de saignement. Et donc, c'est vrai qu'on dit à ce moment-là, il y a les soins, les pansements du médecin, ne faites rien de plus. Au niveau des patientes, s'il y a un soin qui doit être apporté, parce que on dit, il y a soigner, prendre soin. Parfois, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés avec les cicatrices. Et ça, moi, j'encourage beaucoup les gens à masser les tissus autour. Donc, quand je dis masser, ça veut pas dire... Autour, je me permets d'insister. Autour. Donc, vraiment, si on va, et ça, c'est pour être logique aussi par rapport à ce que Sandrine vient de nommer, si quand on explique qu'on veut calmer le jeu,
donc le corps va faire le job, mais qu'on veut calmer le jeu. Si en tant que kiné ou en tant que patient, on vient sur cette cicatrice et qu'on la stimule pour l'allonger, l'assouplir, l'affiner, on va juste stimuler une cicatrice alors qu'on est dans un processus inflammatoire nécessaire, mais qui est transitoire et qui doit se calmer. Si on ne le laisse pas se calmer, on va avoir une cicatrice trop active et donc on fait overstimulé, donc trop d'inflammation. Voilà. Et donc les premières semaines, oui, on peut toucher, masser. Et moi, en post-opératoire, je le fais rapidement mes patientes, masser, drainer, par exemple, dans le cadre du autour. Mais je peux vous demander juste parce que non, alors autour, ça peut être aussi sur le trait cicatriciel, mais alors en drainant quelque chose de global qui permet d'évacuer les liquides, etc. C'est pas stimuler le trait cicatriciel. En principe, tu ne dois pas évacuer de liquide sur une cicatrice saine. Non, c'est vraiment sur l'ensemble du sein de dire ici parce qu'il y a la cicatrice saine, par exemple dans le cadre d'une mastectomie. Moi, je parle toujours du trait cicatriciel où on va vous dire elle est jolie votre cicatrice, madame, mais l'ensemble du sein a été vidé. À l'intérieur, il y a une cicatrice, il y a une mutilation qui a été créée, et donc tout ça, c'est quelque chose qui permet quand même à la personne, homme ou femme, en fonction de la chirurgie, d'intégrer et de ressentir ce qui se passe au niveau de son corps et de prendre soin. On soigne, on a besoin de prendre soin aussi. Et c'est vrai que la médecine. Mais l'importance du toucher, quoi aussi. Donc là, on n'est pas en train de stimuler la mastectomie, mais on touche pour ressentir, quelque chose pour assimiler. Ouais. Oui, c'est ça. Sachant que le toucher est très perturbé au début, toujours à cause de ce processus cicatriciel. Il y a souvent une sidération des tissus avec une sensation d'anesthésie où on ne sent plus vraiment ce qui se passe. Et en même temps, c'est lié. C'est le même phénomène. C'est ce qu'on appelle des dysesthésies. C'est-à-dire que les petites fibres nerveuses sont perturbées, le signal n'est pas correct et le cerveau ne sait pas très bien comment interpréter ça. Oui. Et dans le doute, il dit danger et c'est gros. C'est gonflé. Comme quand on va chez le dentiste et qu'on nous endort la mâchoire et on a l'impression d'avoir une bajoue de hamster. Et si on se regarde dans le miroir, en fait, tout est à sa position normale. Et en fait, ça influence aussi. Il ne faut pas forcer trop rapidement ce phénomène puisque la dame n'a pas envie qu'on la touche, puisque chaque fois qu'elle touche cette zone, son corps lui dit attention, danger. La douleur sert à ça, à nous dire il se passe quelque chose. Et donc voilà, comme dit Ingrid, il faut laisser le temps. Et moi, je prends toujours cet exemple avec mes patients. Je dis, ne vous viendrez pas à l'idée de vous habiller alors que vous n'êtes pas encore sorti de la douche. Et c'est tout à fait ça. Il faut respecter les étapes. Et si on laisse pas le temps au corps de sortir de son inflammation, à la cicatrice, de sortir de son pic inflammatoire, de se calmer, d'enclencher gentiment son remodelage, et qu'on vient déjà la brusquer, lui en demander trop, il faut aller plus vite, on masse, on n'est qu'à 6 semaines. Et comme dit Ingrid, il n'y a pas que la cicatrice chirurgicale qui va bien, il y a la cicatrice en profondeur, et il y a la cicatrice émotionnelle, la cicatrice sociale, et tout ça a un impact évidemment important aussi. Et ça, pour le retour, par rapport, on parlait des exemples en disant la question de ce qu'on mettrait pas dans son œil, etc. Moi, souvent, quand je parle du post-opératoire, du toucher, je dis une caresse comme si vous caressiez le visage d'un bébé. Donc, c'est dire, on va pas y aller avec la main de manière puissante, de manière forte au départ. Les premières semaines, c'est quelque chose de fragile et de beau et de fort en même temps, mais du coup, et même les patientes, caressez la zone cicatricielle et autour de la zone cicatricielle comme vous caresseriez la tête d'un bébé, en douceur, pour étirer un peu la peau. C'est ce que toi tu fais. Et d'ailleurs, tu nous fais bien pleurer. Mais ça, c'est la partie émotionnelle, et c'est vrai. On le voit très fort dans les consultations, et parfois la personne dit oui, c'est OK. Et puis je dis, rien que mettre la main. Alors, il y a parfois les douleurs qui peuvent être... Mais c'est vrai qu'émotionnellement, être retouché sur une zone qui était agressée, qui était une zone de fragilité, qui est une zone d'inquiétude, parfois extrêmement intime, la poitrine, le ventre. Oui, le fait de toucher peut être vraiment énorme. Et c'est vrai que, je pense en parler un peu plus tard aussi, mais se dire, ça me ferait du bien un bon massage. Quand on a une cicatrice qui est mutilante sur le corps, c'est pas facile de savoir chez qui aller. Je vais aller chez une masseuse qui sait pas si elle peut, qui va... Et donc voilà, parfois, les infirmières, les médecins ou les kinés ont cette capacité du toucher sécurisé, mais apaisant, et du prendre soin. Et ça, je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'utile pour certaines personnes. On n'a pas parlé du nettoyage, en fait, la douche et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Alors, la douche est autorisée dans la plupart des cas, de nouveau, pour autant que tout ait été bien conduit. Par exemple, moi, pour mes patientes, elles peuvent se doucher dès le jour même avec leur stéristrip. Oui. Il va être mouillé, évidemment, puisque c'est du papier, mais on le laisse bien sécher. Et puis, on s'habille par-dessus. Ça, en général, je fais, de nouveau, selon les cas. Mais on tapote ou qu'est-ce qu'on fait? On laisse couler l'eau, l'eau de la douche. Parfois, les patients ont peur des bactéries, etc. Mais tant que c'est une douche qui fait couler votre flore à vous, qu'on ne se trempe pas dans de l'eau de piscine ou d'un lac où il y a d'autres choses, on est contaminé. Donc, des plaies stériles, ça n'existe pas. Donc, de sa propre flore, il ne faut pas avoir peur. Voilà. J'insiste toujours dans des conditions saines, où tout se passe bien. Et justement, moi, comme dit Ingrid, je suis pour la douche parce qu'on a les muscles tout tendus.
détendu, que ce soit dans le cou, dans le dos, un peu d'eau chaude, le fait de sortir de son état de malade, de plus être emberlificoté dans des grands pansements, mais de pouvoir mettre un vêtement un peu plus léger, ça va faciliter la mobilité. Et alors évidemment, je l'ai dit, pas la mobilité de la cicatrice en tant que telle, qu'on empêche de bouger, mais les tissus autour, voilà, pour réapprivoiser ces dysesthésies qui vont s'estomper gentiment. La notion de son entité. Les dames n'osent pas toujours toucher. Le déballage du premier pansement, il est quand même costaud. On ne sait pas ce qu'on va voir, si on va être effrayé, pas effrayé. Voilà. Et donc, la douche, a priori, s'il n'y a pas de choses particulières, de conditions médicales particulières, il n'y a pas de souci. Mais pas de savon, juste... Moi, j'encourage souvent un savon tout doux. Voilà, un savon tout doux et qu'on laisse couler, en fait, sans frotter. Qu'on met un petit peu là sur les épaules et on laisse couler. Et si la patiente se sent à l'aise, comme dit Ingrid, avec l'eau, c'est parfois plus facile de passer doucement la main pour essayer de se réapproprier. Voilà, et la cicatrice est sous le strip. En principe, chez quelqu'un qui est en bonne santé sur une cicatrice bien conduite, en 36 heures, la barrière cutanée est restaurée. C'est dingue. Ce n'est pas encore solide, mais le rôle de barrière est restauré. Oui. Et donc, si on a envie d'un petit peu s'hydrater, le sein, par exemple. Mais le sein et les autres parties du corps, je pense que c'est important. Donc, il y a vraiment, quand je parlais de cette question de prendre soin, et un exemple que je peux donner facilement, moi, c'est parfois les patientes qui me disent oui, je touche en montrant qu'elles frottent vite fait la peau, etc. Je pense qu'une zone, et ici, c'est vrai qu'on parle beaucoup du cancer du sein, mais je pense que d'autres zones cicatricielles sont importantes aussi. Les soins autour, la peau autour, peut être abîmée aussi par les pansements et tous les collants qu'on a mis avant. Et donc, d'hydrater cette peau, d'en prendre soin. Parfois, les peaux qui vont vraiment être hyper sensibles aussi. Oui, il faut prendre soin de son corps, et je dirais, c'est un peu le moment, et même pour les proches, en disant qu'est-ce que je peux faire comme cadeau, etc. Pour l'instant, trouve les petites choses qui peuvent lui faire du bien, une bonne crème pour les mains, des petites choses. Mais donc, prendre soin de la peau, on a débuté le podcast avec ça, c'est un organe essentiel de notre corps et c'est celui qui nous met en lien avec les autres. Donc, prenez soin de votre peau à tous les niveaux, c'est vraiment important. Oui, hydrater autour, c'est intéressant parce qu'on touche. Donc, on redécouvre la zone et la patiente ne va pas se faire mal à elle-même. Si elle sent que c'est trop sensible, elle va alléger le... Et toi, tu parlais quand on s'était rencontrés la première fois, de se faire ça devant le miroir. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi par rapport aux dysesthésies dont on a parlé il y a quelques minutes. Donc, le problème de cette petite période-là, c'est que les patientes ont l'impression que c'est gros, que c'est gonflé. Moi, j'en avais plein, et en fait, c'est le cerveau qui dit ça. Et on a beau se regarder dans le miroir et voir qu'éventuellement, c'est pas catastrophique, c'est un signal très puissant. Et donc, en associant plusieurs stimuli, le tact et la vision, en se regardant dans un miroir, par exemple, ou en regardant directement la zone concernée, on va envoyer 2 autres signaux au cerveau qui disent « non, regarde, tout est à sa place et il y a des dimensions normales ». Et ça peut aider à passer ce cap des dysesthésies. Le plus souvent, parce que ça peut être une douleur, ça peut être des petits picots, l'impression que la peau est mouillée, des petites fourmis qui courent, des petites décharges électriques. Oui, moi je disais toujours, c'est endormi mais hypersensible. Mais c'est ça, c'était vraiment une excellente définition. Oui. Et heureusement, la partie hypersensible et ou franchement douloureuse, les gens me disent parfois on me pique. Heureusement, c'est très fugace, mais ça peut faire sursauter. S'estompe, je dirais, en 3, 4, 6 semaines, justement, quand on passe ce pic inflammatoire. Et alors, la notion d'anesthésie, ou en tout cas de paresthésie locale, peut encore mettre plusieurs semaines à s'estomper. Pour autant qu'elle s'estompe complètement, il faut voir comment les nerfs ont pu être préservés. Oui, mais il y a alors déjà plus le côté inconfortable, douloureux et sensation que c'est trop gros. Oui. On parle d'hydratation, donc éventuellement se masser. Qu'est-ce que vous conseillez Est-ce qu'il y a des composants ou des crèmes cicatrisantes ou qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Mais ça, de nos jours, il y a plein de crèmes sur le marché qui ont été étudiées pour respecter le pH, qui sont renforcées en zinc, en cuivre, avec des éléments super hydratants, le moins de parfums, le moins de choses qui peuvent éventuellement créer des allergies. Alors, sur la cicatrice elle-même, en aigu, comme j'ai dit, moi, je préfère la compression qui va permettre d'avoir des traits cicatriciels plus fins. Et s'il faut vraiment assouplir une cicatrice, on peut toujours l'assouplir un petit peu plus tard. Par contre, dès que, comme l'a dit Ingrid, la peau est irritée par les sparadraps, par des pansements, des frottements avec des gaines, des soutiens spéciaux, ou des dames qui font facilement une sorte d'eczéma, qui pèlent un petit peu, et où, quand il y a tout plein de petites croûtes encore sur le trait cicatriciel, alors là, les crèmes cicatrisantes font vraiment un bon travail pour super hydrater et finir le travail qu'on appelle d'épidermisation. Donc, c'est la dernière étape de la cicatrisation au niveau de la peau. C'est quand les petites cellules de surface se rejoignent, se serrent la main et donc il n'y a plus de trous, un peu comme sur les 2 extrémités du tunnel de la Manche, là, quand ils se sont serrés la main au milieu. Et en disant, voilà, tout est réparé. Et cette phase-là, elle est assez fragile. Et c'est vrai que parfois, lui donner un petit coup de boost avec une bonne hydratation, ça va aider. Mais alors, voilà, chez mes patientes, moi, j'aime de rester en dessous du taille-mât
les 3-4 semaines, parce que quand on arrive dans cette phase-là où le pic inflammatoire s'installe, j'aime qu'on reprenne la compression pour obtenir des traits les plus fins et pour dire au corps, maintenant, l'inflammation, c'est bon, on l'arrange. Et les crèmes cicatrisantes, vous parliez du PAC, donc tous ces pansements, mais même des enfants qui tombent et tout ça, ou des brûlures et tout ça. Brûlure, ça dépend un petit peu. Oui. En fait, toutes les crèmes cicatrisantes sont super efficaces pour tout ce qui est superficiel et qui entreprend principalement l'épiderme. Une fois qu'il y a une plaie plus profonde, avec le derme profond qui est entrepris, c'est plus l'idéal. Et d'ailleurs, ce sont des usages externes. On ne peut pas mettre ça dedans, des plaies. Oui, voilà. bien sûr. Donc, c'est vraiment des produits super, en effet, pour toutes les irritations. Une peau qui est passée en radiothérapie, ou quand on enlève les scotch des perfusions, parfois on part avec la peau des patientes. Il y a mille indications, oui. Je voudrais juste rajouter, donc ici on a parlé de tout le temps cicatriciel important, donc on est vraiment dans le post-op immédiat et les 3 à 6 semaines, donc toute la partie inflammatoire qui va s'entremêler avec la partie de remodelage. Plus dans mon regard de kiné, mais aussi dans le confort et le retour des patients, c'est vraiment intéressant aussi de travailler de la mobilité autour d'une cicatrice. En fonction de où se situe votre cicatrice, si par exemple on a une cicatrice qui traverse le genou à la verticale, elle va être mobilisée, s'étendre, se bouger, etc. par la mobilisation du quotidien. Mais en fonction de où se trouve une cicatrice et de l'importance qu'elle a, ça peut avoir aussi des impacts plus profonds et donc mobiliser une cicatrice, donc on ne parle pas de masser la cicatrice, mais mobiliser dans les amplitudes complètes. Parfois, les personnes qui me disent, je fais beaucoup de yoga et je sens que ça étire bien mes tissus, que je me sens mieux. Je pense que c'est vraiment important. Et donc, il y a vraiment cette question du local opératoire, mais de tout l'impact qui peut exister sur les tissus. Donc, on sait, on a un corps, on est entremêlé de tous les côtés au niveau des tissus et c'est toute la magie du corps. Mais donc, quand on subit une opération, en plus, d'autant plus importante, mais avec une plaie qui était large, mais aussi parfois profonde, moi, j'encourage vraiment les gens à travailler leur souplesse et leur confort corporel par des postures. Je reprends mon exemple facile. Ça fait presque 10 ans que j'ai été opérée de cette thoracotomie. Je la sens encore dans les étirements thoraciques importants. Et donc, elle ne m'embête pas et donc, je pense avoir bien fait le job. Mais j'ai parfois des patientes qui reviennent en post-opératoire avec des cicatrices de la parotomie ou même des cicatrices au niveau d'un site de mastectomie et qui me disent, je sens encore cette sensation de carcan, cette sensation de limitation, ces manques de mobilité. Et donc, quand on dit qu'on est dans une phase de remodelage où le corps va vraiment se transformer, il doit se transformer sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan de la mobilité et du confort quotidien. Et donc, par rapport à ça, si vous subissez une chirurgie qui impacte votre mobilité, qui impacte votre confort, demandez de l'aide. Le médecin va peut-être vous dire, et la kiné et l'infirmière, oh, elle est belle votre cicatrice, madame, monsieur. C'est pas pour autant que l'impact vécu au quotidien ne vous ennuie pas et qu'on peut faire quelque chose. Si on ne peut pas, faut le savoir et alors on trouve des petites solutions, des adaptations. Mais Ingrid, c'est super important parce que moi je suis venue te voir quand même 1 an et demi après. Donc moi, kiné, je bouge mon bras, mais finalement on a cette posture où on ferme son épaule pendant je sais pas combien de temps. Et donc finalement, on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut mobiliser une cicatrice assez rapidement, donc. Pas la cicatrice, non, les tissus autour. Les tissus autour, oui, c'est ça, les tissus autour. Après, c'est évident qu'on ne peut pas demander à une cicatrice d'être parfaitement immobile. On ne peut pas plâtrer les gens et rien qu'en bougeant, rien qu'en respirant, on étire notre peau, rien qu'en levant le bras pour se coiffer, on l'étire. Et c'est là que le chirurgien a un rôle à jouer parce qu'il faut avoir restauré les plans profonds. Donc, avoir mis des plans de suture soignés, pas trop de points, des fils que le corps va pouvoir éliminer facilement. Mais donc, en fait, il y a plusieurs coutures. Tout à fait. Et à tort, on utilise parfois la couche superficielle, donc celle qui se voit, comme la couche solide. Et donc, on dit, non, on peut pas vous enlever les fils trop tôt, ça va s'ouvrir. En principe, si tout a été cousu correctement dans les plans solides, donc soit sur les aponévroses musculaires, soit sur les... Mais tu recoues à l'intérieur. Il y a combien de fois sur une mammectomie, on n'a plus beaucoup de matière, évidemment, donc on c'est en 2 plans, donc le derme profond et la peau. C'est deux fils différents. 2 rails de fils différents. Oui. Donc il y a des coutures internes et des coutures qu'on voit à la peau. Mais en principe, si les coutures internes ont restauré dans la mesure du possible les structures naturelles et anatomiques, que ce soit des fascias, des séparations, il n'y a a priori même pas besoin de mettre fil à la peau. Certaines écoles aux États-Unis mettent des agrafes et les enlèvent au 3e jour, remplacent par des strips et ils ont des cicatrices impeccables parce que leur plan profond était correct. Beaucoup de cicatrices qui posent problème, on laisse les fils longtemps parce que comme il n'y a pas de fil en profondeur, c'est ces fils de surface qui doivent faire tout le travail. Or, les forces de cisaillement sont énormes. Et donc, on doit les laisser longtemps, évidemment. Et ils vont laisser des marques avec éventuellement ce qu'on appelle des échelles, où on voit des petits pointillés. Voilà, oui. Mais donc, en fait, ça, c'était une question que j'allais te poser. Finalement, une bonne cicatrisation aussi dépend aussi de
il faut des bons chirurgiens. Du travail en amont, oui, tout à fait. Des bons chirurgiens, parfois, on a beau tout faire dans les règles de l'art. Et voilà, en toute humilité, je pense avoir vraiment une expérience importante. Et il m'arrive aussi d'avoir des cicatrices qui ne sont pas parfaites ou beaucoup trop inflammatoires ou qui se collent quand même à un endroit malgré que tout a été fait. Voilà. Oui. Et il faut aussi différencier. Ça dépend de la santé de la personne aussi. Oui, et de la cause. Quand j'ai une jeune femme qui vient et qui a pris une balle de hockey dans la joue, je peux passer 4 heures dessus. 6 mois après, il faudra reprendre cette cicatrice parce qu'il y a eu un impact, un écrasement des tissus qu'on ne voit pas au moment où on coud parce que c'est trop tôt et il va y avoir une espèce de fracture interne. Parfois, il n'y a même pas de plaie à la peau, il y a juste un hématome, mais il y a quand même un processus cicatriciel qui se met en route en profondeur et qui fait que ça va coller après avec éventuellement une fossette. Voilà. Par contre, une plaie chirurgicale, bon, évidemment, dans le cas de mammectomie, c'est pas évident parce qu'on transforme la région anatomique. Et donc, on enlève des tissus qui sont moelleux, qui sont élastiques, et on vient laisser une peau fine sur une aponévrose musculaire avec des forces de cisaillement. Donc, c'est clair qu'on modifie les choses. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu, mais c'est sûr qu'une technique soignée et des plans profonds soignés vont faire la différence. Et là, on revient à ce qu'on évoquait au tout début. On ne forme pas assez les jeunes chirurgiens à ça. Pour 1000 raisons que je ne blâme pas, que ce soit une surcharge de travail, un manque de temps, un manque de personnel, le temps de la peau est souvent un petit peu négligé, le mot est peut-être fort, mais on ne lui donne pas l'importance qu'il devrait avoir. Alors c'est sûr qu'on a opéré 10 heures sur une colonne, le neurochirurgien a le droit d'être super fatigué et la moelle épinière, voilà, c'était autrement plus stressant que la peau, ça on l'entend complètement. Mais il faudrait alors prendre le temps de se ressourcer et revenir pour la peau ou partager le travail à quelqu'un qui peut le faire parce que c'est l'enveloppe et donc ça doit être bien fermé et il y a vraiment une technique. Alors au début on me dit oui mais ça prend plus de temps, à 4 heures du matin sur une césarienne on n'a pas envie, j'entends ça aisément, mais c'est juste une question d'entraînement parce qu'une fois qu'on l'a fait quelques fois ça va aussi vite que des sutures. Et on évite voilà. Plein et alors de problèmes, c'est sûr quoi. Que la nature est bien faite, la majorité des gens cicatriseront de manière remarquable. Évidemment, moi j'ai un biais, je ne vois que ceux qui n'ont pas bien cicatrisé. et quand on n'en a que X, peut-être un patient toutes les 3-4 semaines, on dit au patient, mais en fait c'est de sa faute, oui mais vous cicatrisez pas bien. Alors éventuellement, il a un terrain qui va favoriser une cicatrisation plus inflammatoire. Mais c'est ce qu'on entend parmi les patients. Mais bien sûr, oui, mais moi je cicatrise pas bien. Oui, tout à fait. Et donc c'est un peu de la faute de la patiente en plus, quoi, une petite couche de culpabilisation en plus, qui est vraiment utile à ce moment-là. Alors il y a des corps qui cicatrisent moins bien, qui font des climats inflammatoires plus importants. Les peaux claires, les blondes, toutes les carnations claires, les groupes sanguins hauts, etc. Tous des gens qui font naturellement de l'inflammation, de l'eczéma, qui sont facilement atopiques, etc. vont faire des cicatrices plus inflammatoires. Mais on le sait. Et donc, on peut l'accompagner. On sait que ces gens-là supportent moins bien les sparadraps, etc. Donc, on sait accompagner tout ça. Et raison de plus pour aller fermer la peau de manière encore plus soigneuse, pour que le corps soit dans des circonstances parfaites et qu'ils ne doivent pas s'occuper de d'abord drainer quelque chose, de d'abord détruire des tissus morts, de s'occuper de rejeter des fils qui sont en boulettes, pour pouvoir s'occuper tout de suite de son job de cicatrisation. Ouais. Bon, je trouve qu'on a vraiment parlé de tout ce temps cicatriciel. Est-ce qu'on pourrait juste peut-être résumer jusque quand on compresse, quand est-ce qu'on voit si c'est fini ce temps cicatriciel, et puis maintenant j'aimerais aussi qu'on commence à parler des inquiétudes quand ça ne se passe pas bien ou quand ce que un patient doit commencer à consulter, parce que je vais quand même le dire, dans le groupe de soutien, Ingrid, tu l'as vu aussi, il y a eu des photos. Bon, moi j'ai dit cicatrice, mais vous dites plaie. À la base, c'était finalement une cicatrice. Qui s'est ouverte éventuellement. Qui s'est ouverte, et des photos. Moi, je pense que j'avais jamais, bon, vous avez l'habitude, mais moi, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on laisse aller aussi loin, quoi. Donc voilà. Donc Sandrine, Ingrid, je vous laisse un petit peu pour la compression, en tout cas sur des plaies saines et chirurgicales, chez l'adulte, je dirais que moi je comprime en moyenne 3 mois. Et en général, le schéma est le suivant, c'est des strips ou du micropore papier, des tapes de papier, comme on retrouve par chez nous, environ 15 jours, 3 semaines. Et puis une petite phase plutôt crème cicatrisante pour enlever les petites croûtes, permettre la fin de ce travail d'épidermisation, laisser le temps à la peau de récupérer un peu de toutes les séquelles de colle, d'irritation. Et une fois qu'on a un petit trait rouge, propre et lisse, alors je reprends la compression avec plutôt des tapes de polyuréthane et ou de silicone un peu plus épais, qui tiennent bien à la douche, qui sont résistants, qui sont opaques. Et donc si on va au soleil, il y a un bloc complet des UV. Et donc c'est pas qu'on ne veut pas que la cicatrice ne brûle, on ne veut pas qu'elle bronze
du tout, parce que ça peut éventuellement la pigmenter. Et donc ça, c'est facile à manipuler pour les patients. Et en général, ça, on fait environ 3 mois chez l'adulte. Chez l'enfant, éventuellement sur un trauma où j'évoquais une barrière dans la figure tout à l'heure, on va faire ça jusqu'au moment où la cicatrice est blanche. Quand elle redevient blanche, qu'elle n'est plus rouge, et on peut faire le test en passant le doigt dessus. Voilà, donc ça tu dis quand... Voilà, la cicatrice est comme un trait rouge sur la peau. Quand on passe son doigt dessus en l'aplatissant, voilà, on voit qu'elle devient blanche. Okay. Quand on relâche le doigt, elle redevient rosée ou rouge selon les cas. Et ça veut dire ça signe que l'inflammation est encore en route. Okay. Et la vitesse avec laquelle ça se recolore indique, voilà, grosse inflammation, petite inflammation. Une fois que quand c'est rosé, clair ou blanc, on passe le doigt, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de changement de couleur, la cicatrice est dite mature. Et donc, on peut la traiter comme la peau alentour, en surface. Un petit mot avant de parler de toutes les cicatrices qui tournent éventuellement pas si bien. Et ce qu'il faut faire, un petit mot cicatrices et soleil. Mais cicatrices au soleil, non. Donc déjà, le soleil... non, mais il faut être clair. Donc je pense que le soleil est bon de manière générale à petite dose. Il faut faire attention de toujours bien se protéger. Une cicatrice n'a pas les mêmes barrières protectrices que le reste de la peau, donc une vigilance absolue niveau santé, mais aussi au niveau d'un risque de pigmentation. Et donc par rapport à ça, on a pu déjà en parler ici hors micro, une tenue, un vêtement ne protège pas à 100% non plus, comme les crèmes ne protègent pas à 100%. Et donc sur une cicatrice qui est plus fragile, on a vraiment ce risque d'hyperpigmentation qui peut rester sur le long terme. Donc, à ce niveau-là, le mieux est vraiment de mettre les pansements dont on parlait tout à l'heure de compression, qui, eux, ont en plus une barrière UV qui va vraiment protéger la cicatrice. Et donc, mais ça, c'est les 2 premières années, éventuellement. Tant qu'elle est rouge. Tant qu'elle est rouge. Tant qu'elle est rouge. Quand tout se passe bien, c'est que quelques mois, parce qu'elle doit s'éclaircir en quelques mois. Et par exemple, chez un enfant où le process va être hypertrophique et peut durer plus longtemps, tant qu'elle est rouge, elle est active et donc potentiellement, elle se pigmente. Elle va s'hyperpigmenter. Oui. Et ça reste. Oui. Et donc, par exemple, voilà, là où il y a, par exemple, on parlait de sourcils, le tape ne peut pas tenir. C'est compliqué, oui, parce qu'on donc il faut vraiment mettre plein de crème. Donc là, il y a des écrans Toto maintenant en stick qui fonctionnent pas mal, mais il faut en remettre tout le temps. Et bon, c'est pratique, on l'a en poche, mais il faut, parce que ça n'arrête pas complètement les UV. Et donc, moi, je compléterais ça avec un chapeau, une casquette, des lunettes de soleil, voilà. Moi, je trouve que c'est la mastectomie ici, la cicatrice des seins, c'est vrai que le maillot bouge, c'est toujours un petit peu, c'est vite exposé, en fait, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Maintenant, question, à quoi est-ce que les personnes doivent être attentives? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qui peut éventuellement mal tourner, qui peut alarmer, hein? Moi, je voudrais juste reparler, entre autres, tu nous parlais tout à l'heure de du blog et des échanges des réseaux sociaux. Je mords parfois mes lèvres et mes doigts pour ne pas répondre, parce que je pense que si on répond une fois, si on répond pas aux fois suivantes, c'est comme si on cautionnait, etc. Mais soyez vraiment vigilants à ce réflexe des réseaux sociaux de demander des avis, de montrer des cicatrices, des choses. Est-ce que je devrais réagir? Il y a, je pense, quand même une rigueur personnelle à avoir. Et donc, une cicatrice, on a parlé de la question d'une rougeur cicatricielle de la phase inflammatoire. Oui. Maintenant, une cicatrice qui devient rouge et qui déborde, qui devient rouge sur les côtés, un tissu qui devient chaud, ou s'il y a des dépôts jaunes, donc des dépôts de fibrine qui vont empêcher une bonne cicatrisation, il faut la remontrer à un personnel de la santé, le médecin si possible, une infirmière de plaie, mais ne pas laisser une cicatrice évoluer avec des choses qui vous paraissent bizarres. Donc on parle par exemple de petits fils qui restent trop longtemps présents et autour de ce petit fil qui est censé se résorber, il y a finalement de la granulation qui se met autour, ça surstimule la cicatrice. D'ailleurs, on le sent en plus. C'est pas dangereux, mais à partir du moment où vous voyez où les choses n'évoluent pas vraiment comme ça devrait, aussi en dehors des couleurs. Alors les photos que tu avais pu partager et tu m'avais interpellé à ce moment-là, du noir sur une cicatrice, et j'ai encore une... Là, c'est plus une cicatrice, c'est une plaie. Voilà, ça devient une plaie, mais donc on est déjà allé trop loin. Oui, sur le blog, parce qu'on m'a c'est même une plaie, mais c'est vrai que même moi dans les cicatrices, où je vois dans les cicatrices post-opératoires, et c'est pas spécialement quelque chose de dire « Oh mon Dieu, ça a été mal fait ». On peut avoir une cicatrice qui est fragilisée pour plein de raisons qu'on a déjà nommées aujourd'hui, mais qui s'affine un peu, où on voit qu'il y a du jaune en dessous, où dire ça va pas cicatriser normalement. Donc, en dehors de ça, la vigilance, je pense, c'est quelque chose qui ne doit pas être rouge autour, ni une plaie qui est chaude, inflammatoire de manière trop large. Sandrine rajoutera des choses éventuellement. Pas de jaune et pas de noir, ça c'est une évidence sur une plaie, ni quelque chose qui ne cicatrise pas. Une plaie qui reste trop longtemps, enfin une cicatrice ouverte ou qui n'évolue pas naturellement dans les processus que Sandrine a bien détaillés, c'est une cicatrisation qui devient pathologique ou en tout cas pas 100% naturelle et qui là doit peut-être être accompagnée au niveau médical. Donc je dirais la vigilance pour tout un chacun par rapport à vos plaies, c'est vraiment cette question entre autres de la coloration et de la zone locale de la cicatrice qui ne doit pas s'étendre au-delà du processus cicatriciel attendu. Ce qu'on voit dans les choses classiques, c'est que souvent les dames disent « Est-ce que c'est normal ça ?» 99 fois sur 100, quand la dame dit « Est-ce que c'est normal ça ?» Ça ne l'est pas.
parce qu'on le sent, ça fait de nouveau plus mal, ou voilà, les patientes s'inquiètent. Moi, ce que je dis toujours à mes patientes, c'est qu'en effet, vers 3 à 6 semaines, donc elle va devenir un petit peu plus rouge et éventuellement légèrement plus épaisse, mais c'est tout. Elle peut pas prendre du volume, parce que là, on est déjà sur quelque chose de pathologique. Mais voilà, on peut avoir une phase où c'est un peu plus rigide, un peu plus cartonné, et une cicatrice qui redevient un tout petit peu plus... Le trait redevient un peu plus visible. Ce qu'on a aussi dans cette période-là, c'est le moment où les fils résorbables devraient être résorbés, mais parfois le corps décide d'en éliminer 2, 3. À ce moment-là, on a comme des petits boutons de points blancs, et on se dit, oulala, j'ai du pus, et voilà, c'est vite inquiétant, et en fait, c'est juste des tout petits rejets de fils. Mais voilà, jamais hésiter à demander conseil. Et souvent, il y a un implant en dessous, corps étranger qui ne peut pas se défendre, et donc il compte sur cette barrière extérieure pour le protéger. Et donc, importance, il est super important de ne pas négliger un petit rejet de fil quand il y a du matériel en dessous. Si la boîte s'ouvre, le contenu est exposé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, on va faire un espèce de petit, on avait dit, voilà, des petites questions hyper courtes avec réponses hyper courtes en mode un petit peu micro-trottoir. Une cicatrice qui sointe ou qui saigne? Une plaie qui sointe ou qui saigne. Donc une cicatrice ne soigne pas de plein nœud. Ne sointe pas. Et ne saigne pas. Non. C'est pas normal. Tout début, quand on sort... il peut y avoir, sur le liquide, sparadrap, il peut y avoir des toutes petites taches jaunes, et ça c'est de la lymphe, ou des petites gouttes de sang. Mais ça, évidemment, le tout premier pansement post-opératoire qu'on enlève le lendemain, il peut être légèrement taché, mais c'est tout. Ça ne peut pas être un peu souillé, quoi, oui. Oui, mais ça, la ouate du sparadrap ne doit pas être saturée, quoi. Bon, donc ça veut dire que si ça continue à sointer, et si ça saigne... Il faut se montrer. Voilà, il faut aller consulter. Okay. C'est pas toujours grave, mais ça nécessite parfois un ajustement. Ou petite reprise. Voilà, ou pas forcément, mais de dire, tiens, en effet, depuis qu'on a enlevé le drain, il y a un peu de lymphe qui s'accumule, ça sointe un petit peu, mais au moins qu'il y ait eu un œil médical, comme l'a dit Ingrid, pour comprendre ce qui se passe et s'assurer qu'on peut encore tolérer ça à ce stade-là d'évolution. Oui. Une cicatrice qui chatouille ou qui démange, ça arrive, hein? C'est normal. Oui, c'est normal. C'est le corps qui travaille. Donc c'est toujours ça chatouille fort. Ça travaille. Et voilà, et donc c'est le corps qui travaille. Le fait de comprimer peut vraiment aider cette sensation-là. Oui. Donc vraiment les patientes qui disent ça me chatouille vraiment indépendamment de la qualité cicatricielle. C'est vrai que moi je conseille déjà de comprimer pour ça calme vraiment à ce niveau-là. Juste parfois par rapport, on a nommé tantôt que les pansements pouvaient supporter la douche, etc. Il y a les patientes qui ont une peau très sensible parfois avec les pansements compressifs, siliconés ou autres. Quand elles vont sous la douche ou qu'elles font du sport, il y a une macération, une humidité locale qui est désagréable. Donc c'est vrai que moi souvent mes patientes, je conseille, on l'enlève, on le décolle, on le colle sur le miroir et on le remet après la douche. Donc même s'il y en a qui sont conçus pour, la macération peut parfois être un peu enquiquinante. Mais donc une cicatrice qui chatouille, votre corps est vivant et il bosse et remerciez-le pour ça. Après, voilà, il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de mycose. S'il y a une macération sous le thé, qu'il n'y ait pas de mycose qui peut expliquer des démangeaisons plus importantes ou une allergie au sparadrap. Même sans allergie vraie, au début, quand tout est enflammé, que le corps est un petit peu énervé, la peau met en place tous ces processus inflammatoires, on peut ne supporter aucun sparadrap, alors qu'on n'y est pas allergique en temps normal. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est une pause, la laisser se calmer, parce que quoi qu'on mette, elle va réagir. Mais c'est ce que moi j'ai fait, parce que tout devenait rouge. Maintenant, pour enlever le tape, je dirais chez des dames, si une dame dit, tiens, moi je fais très facilement des mycoses, alors oui. Chez les autres, non, parce que le fait de décoller, coller, arrache la petite couche d'épiderme et oblige le corps à en refabriquer une. Mais bon, voilà, ça c'est un peu du cas par cas. Alors, la couleur, on en a parlé, ça doit être légèrement rosé. On évite évidemment tout ce qui est jaune ou noir. Pas de jaune, pas de noir. Pas de jaune, pas de noir, mais c'est parfois un petit peu... Là, par exemple, moi je prends mon exemple, c'est devenu un peu jaune, mais c'est en fait un peu de l'hématome qui dans la ligne de la cicatrice ou la peau autour? La peau autour, pardon. Non, alors ça c'est différent. Ça c'est l'ecchymose qui peut sortir quelques jours après. Et comme tout a déjà été digéré en route, ce n'est plus mauve ou bleu, ça devient toutes ces couleurs d'arc-en-ciel, la vert, jaune. Mais donc en fait, pas de jaune, pas de noir dans la ligne, quoi. Non. Ok, super. Oui. Alors, un état grippal, un mal-être général... On peut, dans les premières 48 heures, que ce soit le fait de métaboliser les médicaments, rien que l'anesthésie en tant que telle, la résorption de l'hématome, tout ça peut donner un peu de température. En général, c'est en dessous de 38 et ça passe très vite. Il n'y a pas de gros frissons, on n'est pas avec tout le lit qui tremble et où on se sent dans un état épouvantable. Ça, il faut aller vérifier qu'il ne se passe rien d'autre. Mais on a le droit de faire un petit peu de fièvre en post-op. Ok. Donc, ça dure jamais très longtemps. Non, c'est vraiment les 2-3 premiers jours max et c'est des petites températures et isolées. Il n'y a pas d'autres symptômes. Je vois le temps qui passe là, mais je fais quand même un tout petit
coq à l'âne, en fait, toute cette fatigue post-opératoire, bon, c'est clair qu'il y a l'anesthésie générale, mais est-ce que c'est aussi tout ce corps qui est en train de... Surtout ça. J'allais poser la question parce qu'on est fatigué. C'est surtout ça, tout le corps qui est en train de travailler souvent, comme un malade. Il y a toute l'émotion du diagnostic, des examens. Donc ça fatigue énormément. Il y a un niveau de stress intense. Ensuite, on dort pas la veille, ou très mal, ou très peu, donc on est un peu carencé en sommeil. L'anesthésie, c'est un sommeil artificiel, il n'est pas du tout réparateur. Les nuits à l'hôpital, on dort rarement bien, on a des sondes, des drains, on a mal, il y a peut-être une voisine qui crie la nuit, c'est pas évident. Mais en plus de ça, je dirais que ça va occuper les 10 premiers jours. En parallèle, et ce qui va prendre le relais dominant de nouveau vers les 3 à 6 semaines, c'est ce climat inflammatoire. Ça pompe toute l'énergie de l'organisme. Et dans des chirurgies comme la chirurgie du sein ou les chirurgies plastiques en général, on ne descend pas tout droit pour aller sur un os ou un organe, on décolle. On fait des plans de décollement énormes. Et donc, les cicatrices internes, les processus de cicatrisation interne se passent sur des surfaces parfois proches d'une feuille A3. Et ça pompe une énergie incroyable. Et on est souvent déshydraté en post-opératoire, c'est lié à l'anesthésie. Et donc, tout ça mis ensemble explique ce coup de barre monumental qui doit s'estomper vers 15 jours et puis qui revient sans prévenir entre 3 et 6 semaines quand on s'est dit « je me fais plaisir, je vais faire 4 magasins » et qu'au deuxième, on doit s'asseoir à la limite de tourner de l'œil parce que là, le corps revient en disant « wow, c'est trop en fait, tôt ». Et que les proches vous disent « mais c'est bien, t'es à distance de ta chirurgie maintenant » et hop, c'est à ce moment-là que ça tombe. Et là, je rebondis juste par rapport à ma place et en tout cas la réflexion par rapport à la question de la cicatrisation. Ce que Sandrine nomme par rapport aux chirurgies, cette question de décollement des plans profonds et de zones très larges. Il y a le trait cicatriciel et c'est vrai que les médecins maintenant arrivent à faire des cicatrices à la peau de plus en plus petites. Mais moi qui ai pu assister à des chirurgies, Sandrine ne vous en parlera même pas, mais l'étendue des décollements des tissus et donc le processus cicatriciel à l'intérieur du corps est bien plus grand et ça fait parfois un peu l'oiseau de mauvais augure quand j'en parle à mes patients en disant oui, votre cicatrice est jolie, elle n'est pas trop grande, mais n'oubliez quand même pas que votre corps fait face à une grande cicatrice interne et donc pour rebondir à ta réflexion, oui, à une grande inflammation, à un grand travail corporel pour lequel, on le répète, le corps va faire le job et c'est magique, mais autorisez-vous ce temps-là. Il y a la culpabilité de dire j'ai été opérée il y a 2 semaines, la cicatrice est belle, je devrais déjà reprendre. En fait, non. Non, il faut s'écouter. Pour ça. Oui. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on doit encourager les patients à reprendre un certain niveau de vie, un certain rythme de vie, mais la fatigue, elle est vraiment réelle. Et donc, garder cette notion du temps opératoire, du 3 à 6 semaines, et puis du temps où on commence à remonter la pente, mais donc, le corps a besoin de ce soin-là. Oui. Écoutez, là, on a déjà. Je crois qu'on pourrait rester encore parler pendant 3 heures, non, sur ce sujet. On peut en parler toute une vie. Toute une vie. Mais merci. Voilà, je pense qu'on va vraiment refaire un petit recap avec toi, Sandrine, tout en disant quand même que voilà, il y a moyen de reprendre des cicatrices. Parlez-en avec votre médecin, avec votre chirurgien. On sort un petit peu du contexte, mais voilà, il y a moyen. Sandrine, est-ce que tu peux faire un petit recap finalement? Qu'est-ce qui est OK, le temps, qu'est-ce qui est pas normal? Et puis là, on va terminer par un point très important avec toi, Ingrid, sur tout ce qui est cicatrice et estime de soi. Les règles pour une cicatrice belle, comme nous on dit, la cicatrice est belle et on entend médicalement belle. Évidemment, c'est un travail chirurgical soigné. Quand c'est possible, quand c'est un trauma, voilà, on est parfois limité. Quand on doit enlever des tissus, on fait avec ce qu'on a. Mais le plus possible, restaurer les plans profonds avec des sutures, soigner, beaucoup de petits points, pas de tension, pas de traction, éliminer les débris, bien rincer. Voilà, ça c'est au niveau vraiment chirurgical. Là, les patients, malheureusement, n'ont pas beaucoup de prise là-dessus. C'est à tous mes collègues que j'envoie un message d'envoi dans la joie. Donc ça, c'est une première chose importante, évidemment, dans la mesure du possible et en fonction de ce qu'on a comme tissu. Et dans un second temps, mais comme l'a dit Ingrid, de faire confiance au corps. On est super équipé pour cicatriser et on veut en faire trop. On veut, mais quoi, tu mets pas de crème tout de suite, tu devrais masser, mais les dames ont mal, etc. Donc la compression, le moins de cisaillement possible. Éventuellement, voilà, une phase où on hydrate, on aide cette phase d'épidermisation avec des crèmes, etc. Et puis on reprend la compression. 3, 4, 5 mois, voilà. 3, c'est déjà très, très bien selon les patients. Et là, je dirais que la majorité des patients arriveront à une cicatrice saine au bout de ce chemin-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va leur plaire ou que esthétiquement, elle sera à leur goût, mais en tout cas, elle sera saine médicalement et c'est déjà un énorme départ.
Et par exemple, ces soutiens de compression, après, ça c'est de la compression aussi. C'est de la compression. Et donc, le rôle est vraiment de limiter l'installation de l'œdème. Oui, mais il y a un moment, l'œdème vient quand même. Et donc moi, je dis à mes patientes, c'est votre copain. Si à un moment, il vous oppresse, vous l'enlevez. Le but n'est pas d'empêcher absolument et d'écraser la peau entre les deux et que ça fasse mal. Donc il doit être soutenant, rassurant, donner une sensation de cocon ou d'armure pour ne pas se cogner. Et ça, on peut le garder théoriquement. Voilà, certainement, le gros de l'inflammation, la courbe de Gauss dont je parlais avec le sommet vers 3-6 semaines, c'est environ 3-4 mois. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, après 3-4 semaines, si la patiente en a ras-le-bol de soutien et qu'elle est confortable avec quelque chose de plus léger, c'est très bien. Mais c'est sûr que pour des activités plus intenses, des journées plus longues, c'est l'idée. Un peu comme un Bavaris, en fait, de soutien. Tout à fait. Ben voilà, comme on a dit, on va terminer en beauté avec tout ce qui est cicatrice et estime de soi, qui est quand même vraiment important. Mais vous en avez quand même toutes les deux parlé tout au long du podcast, parce que c'est vraiment, vraiment très important. Oui, c'est quelque chose sur lequel moi je suis assez touchée et interpellée par rapport à ça, parce que c'est vrai que sur le long cours, les patientes qui sont prises en charge et qu'on soigne et qui vont bien, ça reste quand même les séquelles de tout ce qui a été traversé. Donc c'est vrai que je parle ici du cancer du sein, cancer de l'ovaire, mais pour d'autres cicatrices et dans d'autres situations, je pense que les cicatrices peuvent être vraiment une trace de ce qui a été vécu. Alors ça peut être magnifié et bien vécu. Un exemple, j'ai eu une jeune patiente qui ne souhaitait pas être reconstruite et qui disait ma cicatrice c'est vraiment, ou qui les tatoue aussi, des femmes qui tatouent en disant en fait c'est la trace de ce que mon corps a traversé, de ce que je suis, de ce que j'ai été, de ce que voilà. Et donc ça peut être très très beau, mais je pense aussi que beaucoup de personnes sont déjà mal dans leur corps. De manière générale, c'est pas facile de se sentir bien dans sa peau. La cicatrice vient vraiment rajouter une couche. Alors il y a les cicatrices visibles qu'on peut pas cacher au niveau du visage, etc. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Compliqué. Il y a des cicatrices qu'on peut cacher mais pas facilement. Et puis il y a les cicatrices aussi beaucoup plus larges. On parlait tantôt des plans profonds et au niveau du vécu, du ressenti. Une cicatrice qui est petite, parfois ça va, elle est belle ta cicatrice, elle est petite. La mutilation qui est derrière, d'avoir enlevé une tumeur, d'avoir enlevé quelque chose, ça peut vraiment être quelque chose qui reste sur le long terme. Et donc, j'insiste sur cette question du soin. Alors, le soin, indépendamment de tout ce qu'on a pu nommer au niveau du travail cicatriciel ou de l'accompagnement cicatriciel, je pense que le toucher a vraiment un rôle essentiel. On a parlé d'un podcast uniquement sur le toucher, mais c'est vrai que même au niveau psy, je n'ai pas de formation psy, mais je vois même dans les consultations, le fait de toucher les gens permet vraiment de nommer les choses. Alors, on peut le faire seul, on peut le faire accompagné par un thérapeute de soins. On peut aussi parfois venir avec son conjoint ou sa conjointe ou quelqu'un dire, voilà, en fait, j'ai besoin d'être touché, d'être nommé, parce que il y a des gens qui détestent les cicatrices, que ça angoisse les cicatrices. Et donc, de dire, venez, madame, avec votre conjoint et on va le faire ensemble, on va montrer ou en tout cas essayer de dédramatiser la situation, c'est vraiment important. Une cicatrice, c'est pas drôle, mais c'est, si on le voit de l'autre côté, c'est ce qui souvent a pu protéger le corps, qui a montré que le corps s'était battu, que le corps avait réussi. Et donc, parfois, on peut essayer de temps en temps de la remercier. Et c'est vrai que par rapport à ça, le petit message de la fin, moi, c'est un peu le kintsugi, qu'on voit parfois ces vases japonais qui sont cassés et qu'on reforme avec un fil d'or. C'est quelque chose que je trouve particulièrement magique, parce que ça peut être une cicatrice, ça peut être une histoire, une vie, les choses qu'on a vécues. Mais ces vases sont d'autant plus magnifiques avec ce fil d'or. Et je pense que les cicatrices peuvent être, elles sont bien accompagnées sur le plan médical et le plan humain aussi, de jolis fils d'or dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les personnes qui doivent faire quelque chose et qui doivent traverser une étape de vie difficile au niveau médical. Merci Ingrid. Merci Sandrine. Je pense qu'on a bien clôturé. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que c'était une très très belle clôture. Non, c'était magnifique. Merci pour votre temps. Merci mille fois Ingrid. Merci mille fois Sandrine. Avec plaisir. Merci aussi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.